Donc, bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma, Guy Ménard à l'animation, et cette fois accompagné de Robert Daudelin. Bonjour, Robert. Bonjour, Guy. Afin de recevoir Bertrand Carrière. Bonjour, Bertrand. Bonjour. Salut, Bertrand. Bonjour, Robert. et on reçoit Bertrand Carrière parce que la Cinémathèque québécoise consacre une exposition à votre travail, mais aussi à un travail de revisitation, entre guillemets, Mais de fait, c'est une double exposition. Oui. Hein. Il y avait un vernissage formidable mercredi soir, où on a vu plein de photographes, plein de monde de cinéma aussi. Mais l'exposition pour laquelle on était conviés s'appelle « Tout ceci est impossible ». Oui. Il faut aller voir l'exposition, vous allez comprendre la pertinence du titre. Mais la Cinémathèque, ou toi-même, Bertrand, a eu la bonne idée d'utiliser le hall principal de la Cinémathèque pour accrocher à nouveau des photos de tournage et même quelques photos que je connaissais pas. C'était une vraie découverte de salles de cinéma de Montréal photographiées dans au début des années 80. Alors, c'est un événement Bertrand Carrière à la Cinémathèque. Vraiment. Ben, il faut remercier pour ça, il faut remercier Marcel Jean. Donc, son idée, au départ, c'est Occupy la Cinémathèque. Donc, comment occuper la Cinémathèque? Alors, c'était une carte blanche. Donc, il y a eu une partie de travail qui était dédiée à la création, une résidence qui a duré une année. Et j'ai eu l'idée de revisiter ce travail, Témoin de l'ombre, qui était le sujet de mon premier livre, de mon premier vrai job comme photographe de plateau. Mais tu l'as très bien dit, Robert, ce sont des photos de tournage, ce ne sont pas des photos de plateau. Oui, tu as insisté l'autre soir, puis dans le texte de présentation du livre, tu avais très bien explicité ça, disant que tu en as fait des photos de plateau pour gagner ta vie, mais les photos de tournage, c'est un autre appareil que tu traînais avec toi pour te faire plaisir, en quelque sorte. Oui, et souvent, j'étais dans une position très privilégiée, au cœur de l'action, très proche de la caméra, très proche des acteurs, puis je faisais ça sachant très bien que je volais quelque chose de précieux et que tout ça a pris de la valeur avec le temps. Pendant la durée de la résidence, donc, on a eu l'idée de de ressortir ces œuvres-là qui appartiennent à la Cinémathèque, qui font partie de la collection. Mais aussi, j'ai choisi de revisiter mes archives pour revoir ce que j'avais fait depuis. Donc, après le livre, j'ai aussi continué à travailler pour le magazine 24 Images. Et il arrivait régulièrement, une fois ou deux par année, où je leur disais « Hey, il y a un tel ou une telle qui tourne, on devrait aller... Mais ils disent, on ne fait pas de papier. Mais je dis, c'est pas grave, je vais y aller, je vais faire des photos. On fait comme un 2 pages où je vais faire des portraits. Puis il y avait des portraits qui se faisaient pendant le Festival des films du monde, beaucoup. Donc, j'ai accumulé un certain nombre de matériel. Puis j'ai dit, mais c'est tout à fait dans l'esprit du livre de 95. Donc, on va tout mettre ça ensemble. Et puis, au hasard de mes recherches, j'ai sorti une boîte, puis c'était marqué « Cinéma et architecture » dessus. J'ai ouvert ça, puis ça, c'était le projet que j'avais fait en 81. Donc, je débutais avec mon ami Michel Lavaux, qui est devenu célèbre directeur photo, qui, à l'époque, me donnait un coup de main. Il faut dire maintenant le célèbre Michel Lavaux, quand on parle de lui. Les oreilles vont y sciller, là. Et... on a visité un certain nombre de cinémas qui étaient fermés ou qui étaient des cinémas de répertoire ou célèbres, mais qui étaient devenus des cinémas de 3X. Et on allait là très tôt le matin, photographier. On avait très peu de temps avant que la faune rentre, vers à peu près 11 heures. Donc, c'était des très longues expositions. Oui. J'ai retrouvé ce matériel-là, donc j'ai tout numérisé, puis j'ai fait ces tirages-là, puis j'étais très content de ramener ça à la Cinémathèque parce que c'est le lieu mais c'est dédié pour ça. Moi, il y a une salle que j'avais complètement oubliée là-dedans, c'est le Clermont. Mais, par exemple, il y a une photo extraordinaire du York qui était une des plus belles salles de Montréal. C'est Concordia là, qui a installé son campus à la place du York, mais c'était une salle extraordinaire. Puis c'est une très belle photo où on sent combien c'était vaste, ces salles-là. Oui, puis c'était des décorations d'art déco. Oui. Les toilettes
du York était absolument fabuleuse. Il y avait un éclairage circulaire avec des miroirs circulaires où tout éclairé au néon enchâssé dans le mur. C'était vraiment fabuleux. Et ça a duré à peu près une année, là, ce travail-là, puis j'étais très, très, très content. Je suis très content que ça ressorte puis qu'on puisse le montrer. Il y a une espèce d'hommage en même temps au photographe japonais Shugimoto qui fait ce genre de photos dans les salles de cinéma avec des très, très, très longues expositions. Et, puis on en a fait une espèce de mosaïque, là, et il y a, à travers cette recherche-là, on a découvert des photos probablement du dernier affichiste qui travaillait à la main en haut du cinéma Cristal. Alors, on fait un appel à tous. On veut savoir qui est ce monsieur, parce qu'on n'a pas pris son nom à l'époque. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un atelier en haut du Cristal. Là. Et donc, c'était plein d'affiches détourées là, de Charlie Chaplin, de Laurel et Hardy et compagnie. Et puis, naturellement, tout ça a été démoli, puis c'est d'autres choses maintenant. Mais si quelqu'un sait c'est qui ce monsieur-là, ça serait génial de pouvoir mettre un nom dessus. Et mais c'est ça le plaisir aussi de travailler dans un endroit qui est un musée dédié à l'image, que ces images-là retournent là, puis qu'ils fassent hommage non seulement aux acteurs, aux actrices, puis aux réalisateurs, mais aussi aux lieux où sont diffusés les films. Mais je trouve que cette idée de revisiter l'histoire, votre histoire et l'histoire du cinéma, parce qu'il y a des parallèles ici à faire, est fort, je dirais, intéressante, là. Parce que vous nous permettez de regarder autrement ces images. Aller chercher finalement je l'appelle la moelle de l'image. Ça, tu parles dans Tout est impossible. Mais dans les deux. Dans les deux. Même dans les deux. Parce que dans Tout est impossible, je trouve que c'est ça l'idée même du truc. Parce que, par exemple, délibérément, et tu en as parlé l'autre soir, tu choisis des passages du film où il y a des fondus enchaînés, par exemple. Et tu photographies des fondus enchaînés. Il y a quelque chose d'assez comique à ça, même. Absolument. Puis c'était tellement intégré à l'époque dans le film noir, parce que c'était un hommage au film noir. Oui. C'était tellement intégré dans le vocabulaire filmique qu'on les voyait pas passer. À un moment donné, ça dure très peu de temps, un fondu enchaîné, une seconde ou deux. Et puis, quand on les arrête, soudainement, ça devient très surréaliste parce que les visages se confondent à des décors. Et puis, moi, techniquement, je tournais avec 12 images secondes plutôt que normalement 24 images secondes au cinéma. Donc, le niveau de changement entre chaque image était plus marqué encore. Il y avait moins cette espèce de fluidité. Il y avait plus de différence entre chacun des cadres. Donc, pour expliquer aux gens, c'est des bandes cinématographiques qui sont reproduites où j'ai refilmé des extraits de ces films-là où il y a des transitions puis des transformations, notamment des fondus enchaînés. Et ça donne effectivement, dans certains cas, des effets assez surréalistes. Oui, bien, il y a, dès le début de l'expo, il y a des images de Psycho, du début de Psycho, des fondus enchaînés avec la tête de Janet Leigh qui sont magnifiques. Puis après ça, il y a Rita Hayworth chez Orson Welles. Ouais. Puis il y a T.P. Hebden aussi. Donc, on est chez Hitchcock périodiquement dans la première partie de l'expo. Ce soir-là, j'ai rencontré Paul Tana qui me dit, c'est fabuleux parce qu'il dit, c'est tous les films qui ont fait ma formation comme cinéaste. Ah, oui. Et ça a été mon cas aussi. C'est tous les films qui m'ont influencé, qui ont coloré ma vision de l'image. C'est un hommage au film noir, mais c'est un hommage à la photographie de ces films-là, la lumière dramatique tout le temps, les ombres, les espèces de relents de l'expressionnisme allemand qu'on retrouve là-dedans. Et puis, toujours ces espèces d'histoires tiraillées entre un amant, une femme un peu volage, un mari pourri qu'on veut assassiner, une histoire d'assurance. Et donc, il y a quelque chose de suranné là-dedans, mais vraiment... Mais le fait d'avoir insisté à utiliser les fondus, moi, je trouvais que c'était, jusqu'à un certain point, assez fidèle à certaines de tes préoccupations, parce que le fondu enchaîné, c'est de jouer avec le temps, évidemment. Puis ça, l'idée du temps, c'est très présent dans ton travail de photographe depuis toujours. Même tes photos,
beaucoup plus personnel, où tu te mets en scène, où tu mets ta famille, ta femme en scène, le temps est toujours inscrit là. Oui, je dirais le temps, c'est c'était une préoccupation. D'ailleurs, dans l'exposition, on retrouve des extraits d'une série que j'ai faite à la fin des années 90 qui s'appelle Les images temps, où j'utilisais une caméra Bolex. Une Bolex que tu penchais. Oui. Que je penchais sur le côté pour faire des bandes horizontales plutôt que des bandes verticales. Et puis j'avais découvert ce stratagème-là, puis des citations au cinéma de l'époque, mais aussi des images plus personnelles. Mais c'était une volonté de montrer le déploiement du temps. Dans une photo fixe, on ne peut pas vraiment faire ça, à moins de travailler en série, ce que j'ai fait avec les images de famille et tout ça. Et puis, le temps s'est transformé avec le temps en une préoccupation pour l'histoire. Et puis, je pense que quelque part à la Cinémathèque aussi, il y a ça, c'est-à-dire j'ai travaillé sur l'histoire de la Première, de la Seconde Guerre, j'ai travaillé sur l'histoire de la photographie en Gaspésie. Puis là, c'est aussi un hommage à l'histoire du cinéma, une partie de l'histoire du cinéma qui m'a été donné possible de faire à la Cinémathèque. Mais d'ailleurs, quand on se promenait à travers tes photos l'autre soir, tout à coup, on s'est dit, mais Bruno, il a fait des films en plus. Bertrand, Bruno, il en a fait aussi. Ça, quelques-uns, oui. C'est autre chose. Non, mais tu as fait des films aussi, on oublie ça. Oui, j'ai commis deux vrais documentaires. Un sur mon travail d'installation à Dieppe, en France, en 2002. Puis, par la suite, un travail sur un photographe inconnu de la Première Guerre mondiale. Et puis, une installation à 2 images, à 2 écrans qui avait été présentée chez Simon Blais. Et là, j'ai eu l'occasion de prendre tout le matériel que j'avais fait de ces bandes cinématographiques pendant la résidence, puis à la fin, de tout remélanger, parce qu'il y a une présentation sur les murs, mais j'ai tout réintégré dans une projection vidéo où on joue sur l'effet du fondu enchaîné dans le fondu enchaîné. Il y a une espèce de mise en abîme, là, et puis avec un traitement sonore fait par Benoît Dame, qui est absolument extraordinaire par-dessus. Donc, il y avait je voulais pas me montrer mes autres films pendant cette résidence-là. C'était pas pertinent, là, c'était hors sujet. Mais là, ça, c'était comme une relecture. Et puis, la bande sonore permet, quand on est dans la salle, de colorer tout le reste des images qui sont autour aussi. Mais j'aurais aimé ça qu'on puisse y intégrer, je veux dire, vos films, parce que je trouve qu'il y a une adéquation entre votre travail, je l'appelle, de création à l'exposition. Même les photos, je veux dire, qui ont été prises là, sur les tournages, on retrouve finalement toujours ce même rapport d'ombre. Il y a une construction de l'image qui ressemble énormément au photogramme que vous avez choisi. Et votre cinéma, c'est juste vous êtes commis, mais je pense que c'est des très grandes œuvres, 913, c'est, je veux dire, l'abécédaire de vos préoccupations pour l'image, pour le temps, pour la famille, parce que c'est l'histoire de votre père qui vous racontait ça. Et il y a vraiment un circuit entre ces 3 éléments-là qui nous apprend à découvrir qui est Bertrand Carrière. On essaie d'être cohérent avec le temps. Mais je pense que vous l'êtes. Et c'est la sagesse. Faut pas se vanter de ça. Ouais. Et j'ai une anecdote, mais en fait, c'est une réflexion, parce que dans le cas de 913, c'était Carlos Ferrand qui était à la caméra. Absolument. Et Carlos était là pour le mercredi pour le vernissage. Puis vous aviez plus même une photo de Carlos aussi qui apparaissait dans l'exposition. Puis là, j'ai dit, Carlos, c'est vraiment bien photographié et tout. Puis il dit, oui, mais il dit, c'est là qu'il m'a rappelé, il dit, j'étais où c'est la caméra pour son film sur Dieppe. Et là, j'ai demandé, c'est quoi Bertrand Carrière? Et là, il me dit, c'est un œil. Il dit, c'était son premier, entre guillemets, film. Ouais. Et j'ai jamais été aussi bien dirigé, mais il dit, il savait exactement où il allait. Je veux dire, c'est un œil. Et il dit, je peux pas le résumer autrement. Il dit, il y a une vision. Il y avait une vision de l'image. Il savait quoi faire avec ces images-là. Et c'est un charme de travailler avec lui parce que tout était juste. C'est tout un compliment venant de lui, là. Ouais. Mais vous parlez, non, mais c'est la fameuse cohérence dont on parlait. Je pense qu'elle est là. Elle est là. Et d'avoir ces 3 éléments, je veux dire, ce travail que j'appelle de création, vos photos et les films, pour moi, je veux dire, c'est interrelié, là. Ben, peut-être que les films
on pourra les voir dans la mesure où, en discussion avec la Cinémathèque, donc... On peut aller voir sur votre site. Absolument. Mais là, il y a une volonté que ce travail-là, qui est Tout ceci est impossible, là, soit édité. Donc, c'est un gros travail d'édition assez onéreux. Mais si on fait un livre, puis on fait un lancement, donc ça sera le moment où on pourra faire un événement à la Cinémathèque, puis montrer des films... Même la proposition, c'était que je puisse aussi présenter des films de d'autres photographes qui ont fait des œuvres que j'aime bien aussi. Là. Mais la vraie préoccupation à la Cinémathèque, c'était ça, c'était de montrer le déploiement du temps puis l'espèce de côté fou de la fiction, d'où le titre. Puis il faut spécifier que le titre, il est caché un peu dans l'exposition. Il vient d'une citation, en fait, c'est un sous-titre quelque part dans un film de Tarkovsky, de Stalker de Tarkovsky. Et je trouvais que ça collait tellement à l'aspect complètement fabriqué. Quand on est sur des plateaux de tournage et qu'on voit que tout est faux, en fait, que tout ceci est impossible, puis il faut que ça soit vraisemblable. Fait que je trouvais que ça collait assez bien à l'exercice. D'ailleurs, quelqu'un qui nous écoute ne peut pas imaginer c'est quoi l'exposition si on ne l'a pas vu. Parce qu'une exposition de photos, on dit oui, OK, il y a des photos, on fait le tour de la salle, mais c'est pas tout à fait ça, parce que le travail, les bandes, par exemple, ça, c'est un élément tout à fait étonnant et qui nous amène progressivement vers les grandes photos par la suite, où là, on est dans un format puis un type de représentation qui est plus standard. Mais même ça, comme ça aboutit après les bandes, ça a un sens qui est pas celui qu'on donne habituellement à ces images-là. L'idée aussi, c'était de détourner ces images-là puis qui deviennent des objets visuels autonomes. Oui, exactement. Qui soient sortis de leur récit filmique puis du temps filmique, puis qui deviennent des images... En fait, j'espère qu'ils deviennent des images de Bertrand Carrière, mais je me réapproprie. Oui, une image de Kieślowski ou... Alors que toute la première présentation, Témoin de l'ombre, c'est des photos que j'ai faites sur des plateaux de tournage, mais dans Tout ceci est impossible, il n'y a aucune de mes images là-dedans. C'est toutes des images à réapproprier de films. Et donc, la salle est, à toute fin pratique, divisée en deux. Il y a une partie hommage au film noir. Donc, j'ai comme fait un sous-chapitre qui s'appelle Les images noires, qui sont toutes ces bandes ponctuées d'images, des extraits. Et une partie couleur, qui est en fait la première idée que j'ai eue en entrant à la Cinémathèque, c'est-à-dire de m'approprier des cadres, des images uniques, puis de construire un récit qui ressemblerait à quelque chose que j'aurais pu vivre moi-même. Le rapport aux enfants, aux femmes, à la vie de famille. Et il y a une fin un peu dramatique où on va vers des images plus dures, tirées de l'aveu, puis les ordres, que j'ai visionné d'ailleurs la même semaine, les deux films, puis que j'ai trouvé étonnant les parallèles entre les deux films. Et puis, il y a l'espèce de petite surprise au milieu de la salle, où il y a une table lumineuse. Oui. Et Éric Falardeau, qui est un collectionneur spécialiste du film 3X, m'a prêté des bandes vidéo que j'ai refotographiées. Puis j'en ai extrait des visages, des expressions sur ces films-là. Et donc, ce sont mes bandes 16 mm que j'ai collées sur la table, voulant jouer sur l'effet de voyeurisme aussi. Là, que c'est très petit, fait que ça nous prend une loupe pour aller voir. Oui, c'est ça. Alors, il faut devenir voyeur si on veut voir ce qui se passe. Oui. Et il n'y a vraiment rien de vraiment kinky à regarder. C'est juste, c'est une curiosité. Oui. Il faut aller dans le hors-champ pour... Oui. Qui revient régulièrement dans vos films en passant. Vous parlez souvent, dans le cas de Dieppe, finalement, votre film, c'est un contre-champ à l'histoire. Oui. Et lorsque vous avez été aussi au Saguenay,
Je veux dire, c'est un contrepoint encore là à l'histoire quand on vient de chercher les images. Mais moi, j'aimerais revenir sur l'exposition parce que ce qui m'a énormément frappé, c'est les choix de certains portraits d'acteurs, cette fragilité. Hein. On dirait qu'il y avait une volonté d'aller chercher des regards où on pouvait, nous, de l'extérieur, sentir la fragilité de l'être humain, les moments de balancement. On parle des portraits que moi j'ai faits? Non, dans l'exposition. Même dans l'exposition, tout ceci est impossible? Tout ceci est impossible. Oui, parce que j'ai voulu travailler, en fait, en hommage au film noir, j'ai voulu travailler tout un système de tension. Les portraits qui sont extraits sont des moments où il y a quelque chose de la tension, là, de la dureté, de la surprise. Puis forcément, ça fonctionnait mieux en très gros plan. Hein. Parce que je travaillais à partir d'un écran. Si les choses sont en plan trop large, on tombe trop vite là, dans la texture de l'image qui se décompose un peu. Alors que, donc en gros plan, puis c'est ça, c'est ponctué entre comme des portraits, effectivement, puis des bandes cinématographiques où il y a une action qui se déploie. Donc, il y a un arrêt sur image, puis il y a comme un mouvement, un faux mouvement qui est créé. Mais ça rejoint ce que tu dis, Guy, ce que Marcel Jean disait dans son texte sur Témoins de l'ombre, sur l'album photo, quand il parlait de l'émotion qu'il trouvait dans certaines images que tu avais fait à cette époque-là. Ouais, ben, quelque part, comme photographe, moi, ça a été mon pain et mon beurre à faire des portraits. Oui. C'était une façon de vivre. Et puis, c'est plus récent dans mon travail personnel de le réintégrer. Ça a longtemps été quelque chose qui était confiné à l'extérieur de mon travail personnel. Mm-hmm. Alors que maintenant, c'est plus intégré. Puis là, ici, ben, c'était encore... il y avait comme une autre couche qui se créait parce que c'est des portraits tirés de films. Oui. Donc, on retrouve des Joseph Cotton dans Le Troisième Homme. On retrouve... là, les noms m'échappent là, en ce moment, mais c'est des gros plans de ces acteurs-là. Oui. Mais c'est intéressant parce que j'avais retrouvé dans... Copie zéro, où il avait été recherché une citation, en fait, un commentaire, et tout était là, déjà à ce moment-là. Je considère que j'ai probablement le rôle le plus déplacé de toute l'histoire. En plus d'être dans les jambes de tout le monde, ma fonction est de traduire l'atmosphère du film et de son tournage. Est-ce qu'on parlait des photographes de plateau? Il s'agit d'une création personnelle, oui, mais basée sur l'effort de toute une équipe. La simple reproduction des événements, la création de la preuve pourrait être lassante, mais au contraire, je suis chaque fois bouleversé par l'énergie et les merveilleux qui s'en dégagent. Les plateaux sont des trésors d'instants insolites où je puise à volonté. Jouer avec la fiction est le défi qui m'anime. Cela provient probablement de la contradiction que je vois entre la photographie et le cinéma. Et l'exposition, c'est un peu ça. Il y a toujours une volonté, c'est-à-dire on fait tout le travail, mais à la fin, le vrai travail de création, c'est comment on va séquencer tout le travail, comment on va raconter une histoire qui, comme disait Godard, ça a un début, un milieu, puis une fin, mais pas forcément dans cet ordre-là. Oui, exact. Et on n'est pas toujours capable de la reconnaître non plus. Mais dans mon cas, donc, il y a un déploiement qui doit se faire, puis de prendre le spectateur un peu, de le guider dans un parcours, c'est un peu ça le travail aussi, puis ça devient une autre histoire. Toutes ces images-là contribuent à devenir quelque chose d'autre que les histoires originelles dans lesquelles j'ai puisé pour sortir ces images-là. Bertrand, tu viens de nous tendre une perche en mentionnant Godard. La photo de Godard dans l'exposition et qui était dans le livre, où tu mentionnes que c'est accidentel, là. C'est pas lui qui t'a convoqué pour faire son portrait. Non, surtout pas.
il y a eu une période où j'habitais Paris, puis j'ai eu l'occasion de faire des portraits de cinéastes, dont Jacques Doyon. Oui, oui. J'ai fait un portrait de Bertrand Tavernier, qui n'est pas dans l'exposition. Mm. Et puis, j'ai téléphoné à... Il y avait un point de ralliement là, que je pouvais téléphoner pour avoir des adresses, des numéros de téléphone. Et j'ai appelé pour avoir un rendez-vous avec Jean-Luc Godard. Et la femme très arrogante au téléphone me dit « Mais M. Godard est en Suisse, il écrit, il n'est pas disponible, merci beaucoup, raccroché. » Le lendemain matin, j'étais sur les Champs-Élysées, juste à côté, il y avait Kodak, il y avait un laboratoire là. Et qui est sur le trottoir assis à une terrasse? Jean-Luc Godard. Alors, j'arrête. Il est penché, le nez penché, il est en train de lire. J'ai dit « M. Godard, est-ce que je peux faire une photo? » Puis sans lever le nez, il m'a dit j'en ai fait une deuxième. Puis là, à la troisième, il a dit j'ai dit une, pas 1000. Il s'est levé les yeux soudainement. C'est cette photo-là. Fait qu'il y a 3 cadres, 2 où il a la tête baissée. Puis où il a la c'est tête formidable. relevée. On a eu la bande-son. Merci. On a la bande-son ce matin. Là. OK. Ben, c'est une exposition formidable, Bertrand. Merci pour cette expo. Puis, faut inciter beaucoup de gens à laisser une vraie découverte. Moi, j'étais familier avec la première partie, mais ce que la résidence à la Cinémathèque t'a permis de faire, c'est un beau cadeau. Oui, absolument. Puis je veux te rendre hommage, Robert, parce que dans les images-temps qui est dans l'exposition, tu as été le premier à écrire sur ce travail-là. Oui, oui. Et, on espérait faire beaucoup plus. Oui, à l'époque. Ça viendra. On nous a coupé les vies. OK, merci beaucoup. Merci. Bertrand Carrière.